Salut à tous. Hé hé, bonsoir YouTube. Bon ben voilà, c'est tombé. Voilà. On en parle ou on n'en parle pas? Hein? On en parle ou on n'en parle pas? Hein? Rodri Ballon d'Or les gars. Voilà. Ciao. Non, pourquoi ciné. Bon, aïe, un cinéma. C'est de la merde, voilà. C'est pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Voilà. On a commencé nos dernières vidéos pour un peu de foot. Voilà. Bah écoutez, j'ai vu qu'il y avait quelques amateurs de foot. Bah moi je préfère largement que ce soit Rodri que ce connard de Vinicius, hein, personnellement, qui mérite pas du tout le Ballon d'Or. D'ailleurs cette année c'est pas un super Ballon d'Or. Mais voilà, Rodri Ballon d'Or, je préfère ça à Vinicius. Et l'année prochaine à Mbappé. Mbappé il va l'avoir, c'est obligé quoi. Alors on fait une vidéo spéciale football. C'est ça. Voilà. Ciao. Écoute, ouais, on voulait faire une vidéo un peu chill. Là, ce serait cinéma. On va dire, on aurait peut-être une envie un peu de se diversifier plutôt sur divertissement, sur culturel en général. En plus, c'est vrai que je pense que dans chacune de nos vidéos, il y a un moment où on déborde un peu sur le jeu vidéo, sur le cinéma, un peu sur le comics. Bah, ce sont des médias qui se croisent. Ce soit même film, maintenant tu as des adaptations, ce soit des jeux de société qui sont des adaptations de jeux vidéo. Et après, par contre, il n'y a pas de crossover avec le football. Bon, c'est un divertissement, mais... Il serait temps. Tiens, en parlant de... Quoique, t'as crossover avec jeux vidéo, hein. On peut parler des FIFA ou des PES. Oh putain, n'en parlons plus, j'ai cassé combien de manettes sur FIFA et PES. Alors avant, faut savoir que j'étais PES, jusqu'à PES 2005, peut-être, 2006. Le 2005, c'était le meilleur jeu de foot de tout le temps. Je suis repassé à FIFA parce que PES, vraiment, Konami, vous avez fait de la merde sur vos derniers PES. Mais maintenant j'arrête des jeux de foot, hein. C'est bon. Il y a une époque où PES était quand même devant, d'un point de vue gameplay c'était mieux. Carrément mieux. Et puis effectivement c'est la période dont tu parles, peut-être même un peu avant, où FIFA ils ont commencé vraiment, Electronic Arts, à se donner les moyens pour faire vraiment des jeux de football qui dépassaient Konami, qui avait en fait ils continuent d'ailleurs, je crois que les PES, ils ont arrêté les jeux vidéo, mais je crois qu'ils continuent à faire des adaptations. Ils sont dégueulasses les PES là, ou je sais pas quoi. Ouais, mais c'est une mauvaise gestion des équipes et des développements, parce qu'ils avaient des vraies équipes efficaces, et puis se sont pas donné les moyens de se mettre à niveau, malheureusement. Je me souviens même des PES avant que ça s'appelait PES, donc c'était quoi avant? C'était ISS, Internet Superstar Soccer, où ils avaient même pas les noms des joueurs, donc tu jouais avec Pyrrhus, avec Zidoun, c'était trop marrant. Oui, ça c'était rigolo. Mais tu t'es éclaté, putain, c'était excellent quoi. On n'est pas parti pour parler de jeux vidéo, non? Ouais, mais c'est toujours ça, t'as commencé à parler foot, tu as commencé déjà à le perdre, t'as perdu tous les spectateurs, et on va mettre un titre, on va parler de cinéma, on commence foot. Alors déjà on perd tout le monde, hein. Mais non, le foot c'est bien, enfin c'est bien. Voilà. Bah ça dépend pour qui. Moi, quand tu m'en parles avec passion, comme je suis pas, je connais même plus les noms des joueurs, je m'en fous. Dis le mec, alors que c'est lui qui m'a parlé de la Coupe du Monde 2022 pendant 10 minutes tout à l'heure sur le match France-Argentine. Hein. Donc... ah non, on n'en parle pas de ça, c'est mauvais souvenir. Non, on n'en parle pas, on zappe. Tu fais... Y a pas le petit bicouillou comme dans Man in Black là, pour me flashouiller et j'oublie la Coupe du Monde 2022, tu sais. On a passé plus de 3 minutes à parler foot. Alors. Ah, bah un match de foot c'est 2 fois 45 minutes, on fait 2 fois 45 minutes. Je déconne. Oui, on va parler de cinéma. Alors on va parler, on va chiller, on va parler. Vous allez nous écouter, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous regardez, vous n'avez rien à faire. Oh voilà, apparemment ça vous plaît de nous écouter blablater, bah parfait. On n'est pas sur Twitch, donc on n'est pas en direct. Bientôt on va filmer nos conversations privées, voilà, tout simplement. Puis, ouais, quand on parle pas, c'est des fois on est là, on se regarde dans le rendez-vous. On va laisser tourner la caméra. T'as vu, il pleut dehors. Ah ouais, t'es sûr? Sympa. Donc on va faire une vidéo un peu large, comme on avait fait notre top, notre vision des jeux de société, un peu nous, ce qu'on aime dans le cinéma. Tu commences ou je commence? Alors déjà, on commence par quoi? Nos premiers souvenirs de cinéma? Ah, premier souvenir de cinéma. On remonte le temps. Qu'est-ce qui nous a marqué enfant? Ok. De quoi on se souvient? Nos références absolues. Oui, le film... Non, alors attends, déjà, il faut situer enfant. On est enfant. Toi, c'est fin 80. Moi, enfant, comme tout le monde, entre 0 et 12 ans, j'étais enfant, tu vois. Après, je suis passé à l'adolescence. Début 90. Je suis né en 86, donc... Ah bah oui, non, tes premiers souvenirs, attends, ça date de ton premier film, vraiment, tu t'en souviens? Ouais. Ah oui? Je me souviens de mes 2 premiers films, j'étais allé voir au cinéma, je crois. Dans eux, c'est complètement improbable. À quel âge? Je crois que c'était 6 ans. Ah, ouais. Mais moi, je me souviens pas à quel âge j'ai commencé voir mon premier film. 5 ou 6 ans, parce que j'étais... je crois que mon premier souvenir vraiment, c'est Bambi. Alors, c'est pas de l'époque, mais il était ressorti. T'étais vieux, hein? Bambi au cinéma Ma mère était allée voir... Et je crois que, sans dire de bêtises, c'est peut-être le seul Disney que j'ai vu au cinéma. Non, j'ai dû en voir d'autres, mais... Bambi, et on était allé voir, ça je m'en souviens, alors je sais plus si on était en CP... T'es pas allé voir Le Roi Lion? Tout le monde était allé voir Le Roi Lion à l'époque. Putain, tu me poses une colle, est-ce que je peux aller voir le Roi Lion aussi dans le show? C'était quoi, 93? Je sais plus, ça. 93. Ouais, non, j'ai dû aller le voir.
J'ai dû aller le voir, mais j'ai plus trop de souvenirs. Tu vois, déjà à l'époque, j'aimais pas trop les Disney, quoi. Je voulais voir. Tu parles de Jurassic Park, qui viendra un peu plus tard dans la vidéo. Mais mon deuxième souvenir de cinéma, et c'est complètement improbable, ils nous ont amené voir mon oncle de Tati, quand même, au Cinoche. On était en maternelle 6e. Je sais pas si c'est un peu débile. Très ouvert au style Tati à ces âges. Non, mais tu vois, il faut dire que c'est un peu débile, c'est pas comme ça que tu donnes le goût du... Je me souviens plus d'avoir joué avec des potes, on passait sous les chaises et tout, mais... Et pourtant, je l'ai pas revu pendant Je crois que quand je l'ai revu, j'étais à la fac, donc il s'est passé un gap de plus de 20 ans. Non, peut-être pas plus de 20 ans, déconne pas, Nico, 18 ans. Et j'avais encore des images en tête, tu vois. Mais tu vois, là, ça m'avait marqué. Tu parles du cinéma de Tati, on peut parler d'autres choses, mais à qui on s'adresse? Parce que là, public, on s'adresse à des gens finalement de nos générations, parce que à qui ça va parler? Déjà, Tati, moi, c'est pas non plus de ma génération. Après, c'était diffusé, on connaît d'un point de vue culture, mais c'est années 60. Tati. Ouais, mais bon, t'as pas besoin d'être né dans les années 60 pour écouter les Beatles, quoi, je suis désolé. Ouais, mais. Tu connais George Best. Tati, je veux dire, tu vois, des gosses que tu côtoies. Personne qui connaît Tati. Ils avaient même pas voir, je te dis. Et moi je trouve ça improbable. Même souvent les gars de 20 ans, sauf si t'es vraiment cinéphile, Tati ça leur arrive. Eh ben il faut. Voilà, je vais forcer. Donc à qui on s'appelle? On parle aux vieux cons comme nous. Pourquoi vieux con? Non, Tati voilà. C'est très bien, attends. Non, c'est pas Tati. Il avait, le mec il était avant-gardiste quand même. Puis, tu vois, mais clairement, c'était avant-gardiste. Un univers particulier, c'est. Il y a ce côté, je pense que Mr Bean s'est un peu inspiré de style Tati, de ce personnage marginal, un peu dans son monde, en décalage avec la société. Avec cet humour, avec ses gags, je pense que Pierre Richard aussi se revendique de Tati, j'ai pas entendu, mais enfin, dans Pierre Richard, dans le jeu de Pierre Richard, tu sens un peu la succession. Pierre Richard dans le jeu de Pierre Richard? Ouais, non, tu penses pas? Il y a du Pierre Richard dans le jeu de Pierre Richard? Ah, c'est ce que t'as dit. Moi de la répétition, donc. Mais... c'est lui, c'est le grand blond avec une chaussure noire, c'est le grand roux avec. Après, je dis peut-être des bêtises, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de succession de l'un à l'autre. En sachant que c'était pas non plus. Oui, t'as comme tu dis, ils ont pu s'en inspirer, mais c'était pas un auteur trop comique non plus, Tati. Tu vois, il y avait de la comédie, il y avait plus de la fantaisie dans ses films, ça allait au-delà quand même. Un peu de surréalisme. Du social quand même aussi, il y avait une petite critique de la société. Je sais pas s'il a eu, je crois qu'il a pas eu beaucoup de succès de son vivant d'ailleurs, Tati. Il a été réhabilité plus tard, mais même en France, il a pas eu Il a eu du mal à réaliser certains films, il me semble que Playtime, ça a été un bide total. Malheureusement, je ne saurais pas te dire la réception critique de l'époque, réception publique, je ne sais pas. Donc bon, passons un peu sur Tati, bon, on va pas dire c'est l'ultime référence. Non, c'est pas mon ultime non plus. Mais voilà, on parlait des premiers films que tu as vus. Est-ce que tu as un souvenir donc de Tati, dire ça t'a plu, dire ah putain j'aime le cinéma parce que j'ai vu Tati quand j'avais 6 ans? Comme je te dis, je trouve que c'était quand même contre-productif d'aller montrer ce genre de film à des gamins quand même. Surtout 6 ans, enfin. Mais j'avais encore des images 20 ans après de certains passages, le côté justement fantaisiste, avant-gardiste, un peu SF par moment, tu sais. J'avais encore des images en tête et quand je l'ai revu, je dis putain, je me souviens de ça, je l'ai vu, j'avais 6 ans quoi, tu sais. Mais bon, en général, j'ai une bonne mémoire pour les films, je peux voir un film une fois, 20 ans après, je m'en souviens. Pas de tout, mais quoi que des fois, c'est pour ça que je les revois plein de fois, ça sert à rien, en fait, je les connais par cœur les films. Mais non, il y a des films, je les vois peut-être 150 fois. Bon, alors, donc on en revient au premier film que l'on ait vu. Bon, indépendamment de Tati, qu'est-ce que les autres qui sont un peu plus remarquables, sans remonter à Mathusalem? Alors, il y en a un, là, je vais le sortir, j'ai préparé mes DVD. J'ai eu de la chance d'être... mon père regardait facilement on regardait le cinéma. Donc il se posait pas question, quand j'avais un film sur Canal, on le regardait tous ensemble, tu vois. Donc déjà, bien jeune, je regardais des films qui étaient pas Fast and Furious, c'est des trucs comme ça. Même si j'aime de temps en temps les blockbusters, alors certainement pas les Fast and Furious par contre, certains blockbusters. Mais voilà, très tôt, j'ai eu je pense le goût du cinéma, parce que mon père regardait ça, et de genre j'ai compris très tôt que moi je voulais faire du cinéma. Au collège, je le savais les gars. Voilà. Et là tu fais du cinéma? Oui, je fais mon cinéma de temps en temps. C'est ça, tu fais ton cinéma. Je fais mon cinéma. Attends, je l'avais dit, je le ferais pas cinéaste avant mes 40 ans. J'ai 38 ans, hein. J'ai encore le temps. Ah bah voilà. Donc voilà, là il faut qu'on se dépêche, on va sortir une perche, une caméra et on va aller filmer un film. Enfin on va aller tourner un film plutôt, c'est la redondance. Un autre grand souvenir de cinéma, mais bon ça je pense que c'est toute ma génération, hein. T'en as parlé tout à l'heure, mais évidemment. Mais quel film quand tu le vois à cet âge-là quoi. 92 ou pas 92, 93 C'est 93 de mémoire. 93, effectivement. Non mais quelle claque au Cinoche. Les jeunes là qui ont 20 ans, ils peuvent pas comprendre. Des films à effets spéciaux, maintenant il en sort tout le temps. Avant, t'en avais un par an. T'avais le teaser, tu l'attendais toute l'année ce putain de film.
effets spéciaux mécaniques, donc déjà c'est 10 fois plus beau, moi je déteste les effets spéciaux numériques. Juste pour une parenthèse, c'est vrai que la plupart des films, il y a aujourd'hui beaucoup de critiques qui réévaluent la plupart des films des années 80, 90, qui ont marqué effectivement aussi leur jeunesse. C'est-à-dire toutes les qualités, tout le... Comme tu disais, avant-gardiste, mais là c'est carrément une révolution quand Jurassic Park a été sorti. C'est incroyable. Et c'est un des rares films, en plus de 93, Oui. un des premiers à vraiment exploiter la 3D, mais aussi encore de l'animatronics. Oui, parce que c'est un mélange c'est- de mécanique et Oui, de la de 3D. l'ancien et de nouveau, Oui. et qui n'est pas mal vieilli, Mais et qui remplit pas. beaucoup de qualités. Pour moi, c'est Il vieillit pas ce film. un des meilleurs, si ce n'est le meilleur film de Spielberg. Il y a un Non, débat. mais je Il y me a un pose la débat. question. Effectivement, je me pose la question, est-ce que ce serait pas son meilleur? Parce que il y a plusieurs degrés de lecture en fait dans Jurassic Park. T'as le divertissement pur qui marche très bien, il s'adresse à tous les publics, et tu as quand même beaucoup d'autres références, beaucoup d'autres choses, Non, souvent face à chez la machine, Spielberg. là. Et pour moi, c'est l'époque où il avait, pour moi, la quintessence de son talent. Jurassic Park, voilà, il nous a offert vraiment quelque pense- chose de grandiose, de très ambitieux, de très réussi. Que la scène de l'attaque du T-Rex, elle est inégalée aujourd'hui. C'est un rêve d'enfance qu'il a Elle est qu'il a inégalée. fait. Les dinosaures qui reprennent vie, c'est un rêve d'enfant. Bon. Et il a amené une nouvelle ère dans le cinéma avec ça. Après, super quand même, il faut remercier quand même Michael Crichton qui a écrit le bouquin d'origine. Et moi, cette scène d'attaque du T-Rex, elle est tellement bien foutue. Alors, on suggère au départ, il y a la pluie qui tombe. Tout est génial dans cette scène, quoi. L'attaque, là, quand il défonce le haut de la camionnette, là. Comme c'est de l'effet spécial mécanique, en plus, tu sens qu'elle est physiquement présente, la Alors mâchoire, attends, tu vois, c'est j'avais incroyable. relu l'anecdote comme quoi l'animatronics, enfin le faux T-Rex, avait déconné, et sous le poids de la pluie, en fait, les gamins étaient vraiment terrifiés parce que le truc s'écrasait vraiment sur Putain, eux. tu te rends compte, c'est incroyable, quoi. Et il a filmé ça en gardant vraiment leur visage horrifié, on va mourir écrasé C'est clair. par ce robot. Ah, mais cette scène, elle est géniale. Tu vois, quand tu la revois aujourd'hui, tu dis, bon, elle fait 5 minutes. Maintenant, on a des scènes qui sont incroyables. Mais je trouve que c'est une... Et aussi, elle on est va dire, parfaite. l'autisme, le sens du détail de Spielberg, c'est quand il voulait aussi les résonances, tu sais, Les gouttes, là. non, dans le verre d'eau. Le verre Oui, d'eau. les échos, les gouttes, là, c'est... Voilà, et l'onde. Voilà, Et du l'onde. coup, l'onde, en fait, ça va dans le sens inverse. Ils avaient fait tout un système pour que ça aille de l'intérieur vers l'extérieur comme ils le souhaitaient. Parce que naturellement, ça va de l'extérieur vers l'intérieur. Ça a été... Avec les vibrations. Ils disent que, enfin, dans les making-of, Après, il avait... c'était l'effet spécial le plus dur à faire, ça. Et encore, pourquoi ils se sont emmerdés? Ils avaient qu'à, ensuite le remonter à l'envers. C'est comment ça a été fait, d'ailleurs, cette goutte C'est une corde de guitare jouée qui faisait, je crois... Donc, tu vois, Je me souviens. ils ont des animatronics, ils commencent à faire la 3D, ils disent l'effet spécial le plus dur à faire, ça a été celui-là, quoi. Et Jeff Goldblum, on en parle de Jeff Goldblum, le mec qui s'était fait défoncer par un T-Rex, il est comasse, chemise ouverte, au calme, tu sais. Putain, Jurassic Park. Théorie du chaos. Je l'ai vu à sa sortie, donc 93, j'ai dit je suis né de 86, donc je vais avoir 6 ans. Moi, je vous dirais que non, j'en ai pas de souvenir, mais vous demanderez à mon père, il nous avait amené mon frère et moi. Après, on était accrochés d'un côté à ses bras quand le T-Rex apparaît. Tu vois, il n'y a pas un film comme ça qui nous met sur le... Bon, c'est pas la même génération. Alors attends, ils ont fait aussi, à la sortie, il y a eu énormément de battage médiatique à l'époque. Ils avaient vraiment sorti les grands moyens. Et il y avait le bouquin, moi je m'étais régalé avec le bouquin, j'attendais avec impatience parce qu'ils nous avaient sorti les bandes annonces du film. C'était fou. Ils l'ont survendu, mais à juste titre, du coup ça a décuplé un film qui est toujours culte. Et un film, des fois le marketing on en fait des tonnes pour un film bon, qui n'a pas marqué l'histoire. Et là, toutes les étoiles se sont alignées pour vraiment nous faire une claque incroyable à cette époque. Et c'est vrai que c'est peut-être une des dernières claques, je dirais, du cinéma. Auparavant, il y a eu la guerre des étoiles sur la science-fiction, sur les effets spéciaux et sur un côté vraiment réaliste et entre guillemets réaliste, parce qu'avant c'était la science-fiction, c'était genre une planète interdite, c'était des trucs un peu nanardesques qui ont mal vieilli. Même si j'aime beaucoup le côté, au-delà du côté kitsch, première série Star Wars. Star Trek. Ouais, tu vas te faire que des amis. La première saison, tu enlèves le côté kitsch qui est vraiment... Enfin, moi j'ai toujours plaisir à la regarder. Mais Star Wars, donc, qui a été une révolution quand même sur le cinéma, sur ce qu'on pouvait amener au cinéma. Après, visuellement, on peut juger le fond, mais il y a eu vraiment un choc. Et je pense que l'autre choc a été Jurassic Park. Est-ce qu'il y a eu Matrix? Matrix a été peut-être un choc pour d'autres, mais pour d'autres raisons.
Oui, après, ça dépend, parce que moi, tu dis que ça a été une énergie. Moi, des claques, j'en ai très souvent au cinéma. Ouais, le Seigneur des Anneaux, tu vois, je l'ai toujours dans mon cœur, mais pour moi, c'était la maîtrise, mais ça. On peut pas comparer pour moi l'effet de la sortie d'un Jurassic Park. Le Seigneur des Anneaux nous a tous marqués, mais c'était pas une ambition non plus de révolutionner le cinéma. Ouais, je pense que Jurassic Park, ça n'a pas cette ambition-là. C'est juste que c'est arrivé à une époque où Monty, il y a la transition entre la 3D et les effets spéciaux mécaniques. Ça a été lui et Independence Day, je crois, donc le dernier avec des effets spéciaux mécaniques. C'est pas du tout le même niveau, on va dire. T'en as un qui est là et un qui est là, quoi. Mais quelle horreur, Independence Day, putain. Mais bon, voilà. Jurassic Park, et t'as dit, le mec, il a fait son meilleur film. Ben, en faisant le 2, il a peut-être fait son plus mauvais. Ce film-là, il fait pas de suite, t'es pas bon dans les suites. Et je parle même pas de la trilogie. Mais même le 2, le problème le 2, si tu veux parler du monde perdu, c'est que oui, il est en deçà du premier, certainement. Ça fait un peu redite. Il n'y a que le final où il se fait vraiment plaisir, où tu vois le dinosaure dans Ville. En fait, c'est ce qu'on attendait tous. Ouais, mais ça dure pas assez longtemps en plus. Ben, c'est ça, c'est qu'on attendait tout ça et que c'est à la toute fin et ça dure pas assez longtemps. Ça dure quoi, 5-10 minutes je crois qu'elle dure même 2 minutes la scène, quoi. Et c'est trop court parce que c'est bien fait, c'est marrant et que bon, il avait peut-être pas grand-chose à raconter là-dessus. Autant tu vois King Kong, dans King Kong, t'as King Kong qui arrive en ville, bah, y a toute une partie du film où il est présent avec le final et on attendait un peu un final à la King Kong un peu plus développé. Bon, il a rien développé en ce sens, c'est malheureux. Et puis je crois qu'il s'était inspiré parce que le monde perdu c'était quand même encore Crichton et que là c'était un rajout de sa part par rapport au scénario de Crichton. Je n'ai pas lu le bouquin donc... Mais bon, ça reste quand même, le 2 reste quand même mieux que le 3, Kingdom, et que la dernière trilogie là, alors, qui fait un carton de plus de 2 milliards d'entrées, je sais pas quoi, ou de dollars. Oh les gars, je m'adresse à ceux qui vont voir Jurassic World, sérieusement? Sérieusement? Tu sais que... C'est de la merde en barre, quoi. Attends, tu sais que quand tu as parlé de Jurassic World, avant même que tu parles, je me dis mais de quoi il parle? J'avais zappé complètement soi-disant cette trilogie, je l'ai oblitéré de ma mémoire. Là tu vois, ça me revient, j'ai vu les 2 premiers, mais quand tu m'as dit ah mais il y a une nouvelle trilogie, mais de quoi il parle? J'ai complètement oublié. Je crois qu'ils veulent même faire un 4, hein. Bah, ça rapporte du fric. Encore. Et ils ont de l'or. Le pire, c'est qu'ils ont de l'or en barre. Je veux dire, montrer des dinosaures. Ils l'ont pas. Tu mets un petit scénario avec un casting pas trop mauvais, bah, ça passera. On n'a pas besoin d'un scénario incroyable. Même celui de Jurassic Park, il est bien pensé, il est bien fait. En fait, c'est aussi par sa simplicité qu'il arrive vraiment à nous accrocher. Mais oui, c'est vrai que Jurassic World, c'est aussi cette indigence au niveau de la mise en scène, quand on se souvient tous de la fille avec ses talons qui s'enfuit du T-Rex. Une indigence, aujourd'hui dans le cinéma, on prend vraiment les gens pour des imbéciles, c'est dramatique. Moi je regarde ça, ça me sort du film. Limite, j'ai même pas envie de rire, je regarde, ça me fait même pas sourire, j'ai mis, on se fout de ma gueule, qu'est-ce que je regarde? Si je regarde un nanar, pour moi c'est du nanar. C'est pire que la série B. Une fille en talons aiguilles qui fuit le T-Rex, ça c'est rigolo. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Non, on est d'accord. Franchement, mais encore le premier Jurassic World, ça peut passer. Autant le 2 et le 3, mais déjà tu regardes un film de dinosaures, il n'y a pas de dinosaures. On dirait la réplique de Jeff Goldblum. Mais sinon, il y a des dinosaures dans votre parc à dinosaures. C'est pareil pour les films. Sinon, il y a des dinosaures dans vos films de dinosaures. Et pourtant, ils ont les moyens de les mettre à l'écran. C'est absurde. Oh, c'est de la merde. Jurassic Park, d'ailleurs, tu les vois beaucoup. Tu les vois tous. Dans le monde perdu aussi. On veut voir des dinosaures. Montrez-les. Je veux dire, c'est comme un film d'horreur. C'est à la toute fin. On passe 45 minutes à traiter de personnages dont on se fout. Ouais, non, mais qui crève, arrêtez. Et qui crève, on s'en a aucun sentiment, ça me fait penser au dernier Alien, ça, c'est ça, 45 minutes, des personnages, on s'en bat les steaks. Alors, le père de famille célibataire qui a du mal à gérer mais c'est incroyable. La garde de sa fille. Toi, tu l'as vu au Cinoche aussi, Jurassic Park, du coup, hein? D'accord, ouais. Oui, enfin, tu vois, j'ai un problème, c'est que je n'ai pas de souvenir. Je voulais le voir, je suis sûrement allé le voir, mais je me souviens du film, mais pas du reste. Le film m'avait subjugué et je me souviens même plus du contexte. Je me souviens pas de l'entrée au cinéma, de l'entente. Je me souviens pas du cinéma lui-même. Je me souviens pas de la sortie. Je me souviens même pas de qui avec qui je l'ai vu. Je m'en souviens de rien à part le film. Je me souviens de rien. Bah c'est ce qu'on demande, hein, c'est peut-être l'essentiel aussi d'un film, hein, tu vois. Non mais c'est bizarre. Et je me souviens pourtant. Bon, après, c'était pas le moment où j'ai regardé le film, mais que j'avais fait une fiche de lecture à l'école, en cours de français, de Jurassic Park. J'avais parlé, j'avais montré, voilà, alors je vais parler de Jurassic Park. Bon, et voilà, les camarades étaient contents que je parle de Jurassic Park, ça les faisait marrer. J'ai pas parlé de Zola, j'ai pas parlé... Moi, c'est Michael Crichton. Jurassic Park, moi, je suis dans la tendance. On est combien de temps là sur Jurassic Park? Parce qu'on a encore pas mal de films à montrer, je crois.
On va peut-être pas tout montrer. Non, mais on voulait expliquer un petit peu, voilà, le film... Alors toi, c'est Jurassic Park. Mais moi, autant ça a été... j'avais donc 12 ans, donc j'étais déjà un peu plus âgé. Toi, tu avais 6 ans 7 ans 6 ans. Tu es de 86 Ouais, 6-7 ans. Bon, t'étais très jeune, du coup, ça a dû faire un effet Ah, incroyable. C'était un effet incroyable, moi. Moi, j'ai toujours été passionné de dinosaures. C'était un peu tendance années 80. Moi, je suis plutôt donc années 80. Je suis de 81. Et les dinosaures, moi, j'ai énormément de livres. Je voulais être paléontologue. J'adorais ça. Et du coup, quand tu vois Spielberg se dire, moi aussi, j'aime les dinosaures et je vais faire un film, alors il réunit le meilleur des mondes. C'est incroyable. Je veux dire, Michael Crichton, qui était l'écrivain succès d'époque, un grand réalisateur, des effets spéciaux avant-gardistes, des innovations technologiques incroyables. Voilà. Et on était complètement bluffés. Stan Winston, de toute façon, les effets spéciaux, on est d'accord, quoi. Je me souviens plus. Non, je crois que c'est Stan Winston. Et donc, Ouais, Stan Winston. moi, c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu beaucoup, années 80, on diffusait énormément des films des années 70, 80, des grands classiques. En fait, à la télévision, on les diffusait, il y avait le dimanche soir, très régulièrement. Et chaque année, bon, t'avais les grands classiques. Moi, j'ai baigné, à chaque Noël, on nous passait les 10 commandements avec Charlton Heston. T'avais toujours les grands classiques, moi. Donc, Je l'ai pour montrer, mais il est un peu caché par derrière et tout, donc ça va être compliqué, quoi. ah, tu as dit commandement, toi. Je l'ai dit commandement, pourtant je suis pas du tout biblique. Hein. Je suis pas Tu l'aimes, le film? La première partie, j'avais beaucoup aimé. Ouais. Il me semble que le film avait 4 heures, donc forcément. La première partie, j'avais bien aimé, puis quand ça trop dans le truc justement biblique, 10 commandements et tout ça, ça m'avait sorti du film. Mais j'aime l'aspect quand même visuel, tu vois, pratique pour l'époque, je trouve qu'il est quand même exceptionnel. Cécile Voilà, B2000, je crois qu'il est de 1956. C'est une grande œuvre, quoi. J'ai toujours plaisir à le voir, et j'ai découvert récemment, parce qu'on diffusait ça à la télé, on tombait directement dans le générique et le film. Mais Il y a quelque chose à voir. il y avait une introduction Ouais, de réalisateur de Cécile B2000 qui expliquait ses intentions, et ce qu'il avait amené à réaliser ce film, et comment il cherchait à faire... T'as un mousquet derrière toi, Ouais, mais il attention. casse les Et là, je le vois, ah, putain, on pourrait le tuer, mais tant pis. Non, il n'y a pas de problème. Et moi, quelque part, ça m'a fait écho, parce que c'est un film que j'ai vu 10 fois, plus de 10 fois. Tu vas y arriver? Bah, je le vois en fait, mais je me dis, est-ce que. Tu veux? Allez, je vais le chercher, on s'en fout. Ah non, il est derrière toi. Ah, mais je parle pas du moustique, hein. Ah merde. Attends, je vais essayer de le tuer, le moustique. Il est là. On va faire un carnage en live. Il est où? Merde, je l'ai perdu de vue. J'ai lâché la caméra et il s'est barré. Quelle année t'as dit? 56, 56, c'est ça. Et j'étais marqué parce que sur internet, tu avais l'introduction du film. Je l'ai là, dans le film, elle y est, tu vois. Ça me parle. Présentation, elle y est. Moi, je l'avais jamais vu. Parce que je l'avais jamais eu en DVD, jamais eu. Et tu vois, donc CCB 2000 qui s'adresse directement au spectateur, et je trouvais que son message était très actuel. Alors que c'était peut-être des problématiques d'époque, mais qui dépassaient l'époque. Et je me souviens plus exactement de quoi il parlait, mais bon, on parle aussi de l'esclavage moderne, il parle de comment dire, de la portée de l'œuvre par rapport à notre civilisation actuelle, et ça m'avait touché. Donc si vous avez l'occasion de voir l'introduction des 10 commandements, et je veux dire un grand réalisateur pour qui je crois que c'était le dernier film, et son chef-d'œuvre, c'est intéressant. Il faut juste passer de côté le côté ultra biblique, quoi. C'est bien écrit. Ah, d'après les Saintes Écritures, il y a d'autres récits, des autres documents anciens et modernes sur la religion. Bon, après, voilà, on regrette pas ça pour ça, Bon, franchement. mais indépendamment de ça, j'avais pas vu les Guerres des Étoiles au cinéma, j'étais trop petit. C'est quoi, le premier c'est 77 Ça, 78 ouais, à peu près 78, 77. Le second c'est 79-80, ça a été 2 ans après, Je crois que le retour du Jedi, c'est 83, il me semble. Alors, voilà, possible. Bon, j'étais trop petit, mais ça a été diffusé parce que c'était un succès colossal. On réalise peut-être pas aujourd'hui, parce qu'il y a eu la prélogie, il y a les nouvelles trilogies. C'est un quel Mais horreur. non, mais c'était un des films dont les effets spéciaux ont mis plus de 20 ans à vieillir quelque part. J'exagère à peine, avant qu'il y ait vraiment le numérique de qualité qu'on atteigne un autre seuil de qualité. Et encore, tout n'a pas vieilli, il y a des trucs... Non, parce que même les maquettes, la superposition des peintures, il y avait un soin quand même extrême. Peut-être que c'est... Autant autrefois, on le voyait en pellicule, du coup les détails, on les voyait moins aussi. Oui. Les défauts ont été moins visibles, on était sur des petits écrans cathodiques avec des captations de moyenne qualité. Bon, aujourd'hui, maintenant, on a Ultra HD, donc le moindre grain moins de défauts, on le voit. Et à l'époque, c'était diffusé encore et encore à la télévision. Du coup, il y avait un matraquage,
Mais moi, en tant qu'enfant, entre l'animation japonaise qui était des années 80 très présente, le Club Dorothée et même avant, tout ça s'inspirait de Star Wars. Hein. Alors pas que, Albator c'est pas que Star Wars, mais t'en avais d'autres. Mais on baignait dans cette science-fiction, dans cet univers, et il y avait cette trilogie qui restait un fondement de la culture pour la plupart des enfants. Je veux dire, tu parlais de la Guerre des Étoiles, la plupart des enfants l'avaient vu, et ça restait une référence, ça restait une source d'inspiration, et on baignait dans toute cette japanimation pour qui je ne verrais pas une adoration, parce qu'il y avait à boire à manger, tout n'était pas excellent, mais qui m'avait énormément marqué. J'étais fasciné par tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu vois la plupart des jeunes, bon, qu'est-ce qu'ils ont connu, année 2000, qu'est-ce qu'on diffusait, indépendamment de la japanimation, mais enfin, qu'est-ce qu'on proposait aux jeunes. Et je trouve que dans les années 80, on proposait beaucoup, culturellement, même des choses qui n'étaient pas adaptées peut-être à notre jeune âge, mais moi, ça m'a pas choqué. Pas du tout. Ça ne m'a pas... Club Dorothée. Non, mais je suis pas devenu un psychopathe. Non, mais voilà, ça c'est ridicule aussi, les maires de... C'est quoi l'association, la famille de France là, Oh, on va pas parler de Ken le survivant, qui était un cas extrême, parce que les mecs, ils faisaient sauter des têtes. Oh, dans 5 secondes, tu Est-ce que c'était une bonne idée de diffuser ça Après tout, même ça... si j'ai pas été choqué plus Moi que non ça. C'était le plus violent, mais quand tu regardes des bébés... Moi, j'étais plus choqué par Clémentine. Je l'ai dit, c'est pas de ton époque, tu as pas vu ça, Clémentine. Non. Clémentine, t'avais une ambiance, c'était un dessin animé français. C'était flippant. Alors c'était une fille qui était handicapée, Joueur du Grenier en avait parlé, et lui aussi il flippait sa race, parce que tu avais une ambiance sonore, il avait passé des extraits, je me revoyais tellement quand j'étais gamin à regarder ça, donc elle naviguait dans des cauchemars avec une espèce de truc qui sortait de l'enfer, un élémentaire, dire sympa. Je vais te torturer, avec une voix je vais te torturer jusqu'à la fin de tes jours, et t'es là En fait c'était Ken le survivant. mais limite ce Ken le survivant c'était la rigolade. Alors que là, putain, mais j'étais tout gamin, quoi. J'ai regardé, je sais pas, j'avais peut-être 6 ans, je regardais ça, mais waouh, j'ai peur. Clémentine, faudrait que je regarde, tiens, pour... Ah ouais, non, mais Joueur du Grenier, il en parle un peu, mais il y a vraiment... Je sais pas si c'est retaper tous les dessins animés, je crois que j'ai l'intégrale. Il faudrait que je retrouve des extraits, mais je te dis, l'ambiance sonore, le côté vraiment cringe... et puis en plus c'était démoralisant parce que elle était handicapée dans la vraie vie. Et je crois qu'il disait, Joueur du Grenier, à la fin elle meurt ou un truc comme ça. Ah, c'est cool. C'est cool. Non, mais c'était sordide, le truc était sordide. À côté de ça, Rémi sans famille, c'est babar, quoi. Franchement, c'est déjà Rémi sans famille. Et pour parler, parce que en plus que cinéma, bon, c'est un peu le média vidéo quelque part, et Téléchat, c'était flippant. Ah, il y en a plein qui n'aimaient pas. Mais c'était... Alors, je parle pas juste, il y a un téléphone avec une grosse oreille, il y a une grosse autruche ou un gros chat. Non, il y avait vraiment l'égumane, des trucs, l'ambiance. Alors, je pense pas qu'il cherchait à mal faire quand il faisait ça, mais on était dans les époques, dans les années 80, on n'avait pas peur de faire un peu cringe, un peu flippant, parce que ça faisait rire sans doute les adultes qui produisaient ça, mais l'impact que ça avait sur nous en tant que gamins, moi l'ambiance de Téléchat, je regardais ça, j'étais pas tranquille, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont me balancer aujourd'hui ? Et j'ai fait des cauchemars, l'égumane et autres, parce que l'égumane c'est un mec avec une musique flippante, on sait pas trop ce que c'est comme créature, un monstre, et qui, tu sais, comme un croque-mitaine qui va arriver, qui agresse les gens chez eux, mais non, mais c'était bizarre, hein, sérieux, c'était très étrange, on était dans une époque encore très étrange. Je crois que mon frère aussi n'aimait pas Téléchat. De toute façon, tu mettras des images, hein, là, parce que là on va pas avoir que ma gueule pendant 1 heure, hein, il faudra bien combler. On fait quoi? On parle de nos films préférés? Allez, on continue. On fait quoi? On en cite combien? Bon, mon film préféré, vous voulez le savoir, vous êtes là pour ça de toute façon. On continue, on parle de toi, t'aimes ça? Ah ouais, j'adore parler de moi. Non, je déconne, je déteste ça. Mais on est là, c'est une vidéo, on est parti pour ça. Bon, mon film préféré, les gars, on va pas partir du cul pour chez droite, c'est le meilleur film de tous les temps, on est d'accord, voilà, on va pas épiloguer. Barry Lyndon, voilà, si vous l'avez jamais vu, vous allez passer les 3 heures, même pas 3 heures. Moi, si, 3 heures. C'est ton Kubrick préféré? Alors oui, déjà, il faut savoir que Kubrick, pour moi, c'est le maître absolu, il n'y aura jamais mieux, j'adore Kubrick. Et Barry Lyndon, c'est son summum. Voilà, j'ai pris une claque monumentale. J'étais au collège, parce que voilà, j'avais acheté le coffret, j'étais au collège, les gars. Vous avez fait dans l'ordre chronologique, bon, évidemment, 2001, c'est une claque aussi, mais une claque où, quand tu le vois, tu comprends rien, on va pas se mentir. Hein. 2001, j'ai mis des années avant de... C'est pas un peu surfait d'être fan de Kubrick? Non, pas du tout. Pourquoi? C'est comme dire, c'est surfait d'être fan de Monaco, c'est le meilleur, y a pas mieux. Y a pas mieux. 13 films, 13 chefs-d'œuvre. Bon, peut-être pas 13 chefs-d'œuvre, mais... on va pas loin, quoi. Mais voilà, Barry Lyndon, pour moi, il y a tout ce que j'aime dans le cinéma, c'est d'avoir Barry Lyndon. Hein. Putain, d'ailleurs, il a vécu, je crois que... Alors, qu'est-ce que tu aimes dans le cinéma et dans Barry Lyndon? Bah déjà, Barry Lyndon, c'est le cinéma, quoi. Il y a tout, Il y a quoi? Comment? Attends.
Visuellement, c'est du Kubrick, donc c'est sublime, tu vois, ça te transporte d'émotions. La musique ultra bien choisie, l'écriture, parce que c'était pas un temps chez Kubrick, qu'est-ce qu'il écrivait bien. Parce que je crois qu'il a fait quasiment que des adaptations de bouquins. Ah, il a écrit lui-même? Ouais, mais c'est lui qui a écrit ses scénarios, par contre, à part Spartacus, vu que c'est un film de commande et c'est Non, Dalton. mais Shining, c'est une adaptation. Oui, mais il a fait que des adaptations, en fait, c'est ça que je te dis. Et ça donc c'est de lui. Non, c'est une adaptation de bouquin. Il a fait que des adaptations. Mais tu me laisses pas finir! Mais je sais pas, merde! Il n'a fait quasiment que des adaptations de bouquins, quasiment, mais en gardant juste le noyau dur, l'essence, mais en réécrivant quasiment tout. Tu vois, tu lis le bouquin de Barry Lyndon, moi je l'ai lu, ou tu lis Shining, ça n'a rien à voir en fait, il garde que l'essence, je trouve. Bah, c'est un peu comme Orange Mécanique aussi. Voilà, alors Orange Mécanique, je l'ai pas lu par contre, mais j'ai lu. Bah, moi je l'ai pas lu, mais j'avais entendu l'auteur, enfin il me semble qu'il avait quand même pas mal changé les choses. Et Lolita, il avait aussi transformé l'intention de l'auteur, il en a fait autre chose. Stephen King a dit en parlant de Shining que c'était une très mauvaise adaptation, mais que c'était un très bon film. Voilà, donc après, tout est dit. Et là, je trouve qu'il est juste, parce que des fois, il n'est pas juste dans ses critiques, mais là, c'est une critique juste. Oui, voilà, c'est un très bon film, bien qu'il ne soit pas fidèle à... Là, par contre, j'avais lu... Tu l'as lu, Shining? Oui, c'est voilà. Shining. Tu les as lus, Stephen King, toi aussi? Oui, moi, j'en avais lu aussi beaucoup. Pas tout lu, j'ai un peu arrêté au bout d'un moment, mais j'ai eu une période Stephen King. Et tiens, et cet été, j'ai revu des adaptations télé. J'avais vu Tommy Knockers, qui était pas mal adaptation TV. Je sais pas si tu l'avais vu à l'époque. Ça là, je l'avais pas vu, mais. Et le fléau, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Non. Si, le fléau, je l'avais vu. Après, c'est vrai que t'as ça, incroyable adaptation télé, incroyable. C'est ma génération, donc ça a traumatisé toute ma génération. Il faut que je la revoie. Dino, si tu me regardes, je sais que t'es encore traumatisé par Pennywise. Je me souviens d'une fois où Alors, pour continuer sur Kubrick, qu'est-ce que... Donc, tu dis la musique, la mise en scène... Après, c'est tout. Moi, pour moi, c'est Rise and Fall, mais pour moi, c'est une naissance à une mort, quoi. C'est les péripéties qui sont incroyables. Il te raconte cette histoire de mec, il est obligé de quitter son Irlande natale suite à un duel. Il va tout croiser, les petits brigands, la guerre, il va se faire enrôler. Toujours le pas de cul qui lui arrive, et puis jusqu'à monter socialement, car il va épouser cette meuf par avidité. Mais je trouve le film quand même d'une beauté sublime. Voilà, le film est... Moi, ce que je retiens, et ce qui était nouveau pour l'époque, c'est qu'il avait été chercher des technologies de la NASA pour pouvoir filmer en lumière naturelle. Et ça, je le comprends parfaitement, parce que la lumière, finalement, d'époque, le réalisme qu'il voulait, on ne l'avait pas. C'était vraiment, jusqu'à Barry Lyndon, c'était des films de studio, avec des réglages studio, des lumières exagérées, qui ne reflétaient pas cette ambiance feutrée, cette ambiance crépusculaire. Voilà, parce qu'ils avaient juste des bougies, des chandeliers, enfin c'était pas des lumières incroyables. Et c'est vrai que tu le ressens dans cette atmosphère, avec ces plans larges, avec ce jeu d'ombre et de lumière. Et on ressent cette ambiance d'époque qu'il avait cherché à dépeindre. Il s'est donné les moyens pour ça. Ouais. Après, c'est Kubrick, je pense que c'était un mec, on va pas... Il était ultra maniaque et tout, mais bon, tu vois là, voilà quel... Bah l'excès, parce que quand t'entends le retour, c'était Eyes Wide Shut, faire 100 000 fois les prises, avec quand t'as fait Tom Cruise. Quand t'as fait un chef-d'œuvre, quand ça finit sur un chef-d'œuvre, moi je le fais. Toi, tu considères que c'est un chef-d'œuvre. Moi, je suis un peu passé à côté du film, comme d'autres, je pense. Son dernier film, là... Tu l'as vu il y a longtemps, les Wide Shut, ou pas? J'ai vu un moment, oui. Peut-être trop regardé, je te peux. Après sa sortie, je t'étais pas allé voir au cinéma, mais après, quand il était disponible, j'avais vu. Ah, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. C'est un sacré film, hein. Mais j'ai l'impression que c'est je dirais pas un film inachevé. Bon, il tient le propos qu'il souhaite tenir. Il y a toute une grille de lecture aussi qui est derrière, mais qui aussi m'est passée à côté, même s'il y a après j'ai entendu des décryptages qui sont intéressants. Ouais, par contre, j'espère que tu parles pas de celui qui a Da Vinci Code. Le mec, il fait style. J'ai compris, il en parle des Wide Shut. Ah, j'ai compris les Wide Shut, ça parle de ça, rien à voir. Dan Brown, nique ta mère, quoi. C'est franchement rien à voir. Non, je fais référence, je crois que c'était cinématographeur, d'ailleurs, qu'on voit plus trop, qui avait fait des critiques excellentes, notamment Jurassic Park, Indiana Jones et d'autres, et qui avait parlé, il me semble que c'était lui qui avait parlé de ça. Alors, cinématographeur, j'adore, bravo gars, mais il a, on va dire, une surinterprétation, mais qui est très intéressante. C'est comme quelqu'un qui va parler en psycho, tu vois, on a fait des exercices, on allait interpréter les rêves des autres. Donc on te parle d'un rêve, mais chacun va l'interpréter à sa manière. Et le but, normalement, c'est en tout cas dans un rêve, c'est que la personne le décrive avec lui faire prendre en main ses outils de décryptage pour qu'elle le comprenne. Parce que tu auras toi ta vision de ce que la personne te dit, mais le plus important, c'est ce que le sujet qui a rêvé de ça, qu'est-ce que lui en comprend, qu'est-ce qu'il en déduit. Et je veux dire, pour moi, c'est pareil pour le spectateur. Donc
quand un réalisateur propose un film, mais que son intention, ce qui m'explique de ses intentions et que moi je suis passé complètement à côté, c'est pas une question d'idiot ou pas, mais ce que tu m'as présenté, je l'ai vu pas complètement différemment, mais en dehors de ce que tu voulais amener. Des fois, il y en a qui passent, je dirais pas à côté de leur sujet, on parlait notamment de Mégalopolis. Toi, tu as eu une approche qui était la tienne. Je pense aussi qu'il y a une liberté laissée au spectateur en interprétation, hein, c'est normal. Mais des fois, comme je te dis, comme Jodorowsky qui parlait, c'était des commentaires sous les films qui parlaient de la montagne sacrée, quand tu vois les intentions, je voulais dire ça avec cette scène, mais ça, on n'a pas pu tourner finalement, et à l'image, tu vois rien de ce qu'il raconte. Pourquoi pas? C'était pas, c'est complètement autre chose. Excuse-moi, mais pour moi, Jodo, c'est pas un réalisateur non plus, quoi. Tu vois, il a pas la même maîtrise que Hitchcock ou comme Kubrick, justement. Tu vois, c'est une autre approche du cinéma. Lui, c'est un peu art et essai. C'est quelque chose. Il est dans le côté magique, un peu mystique, et c'est un des rares à avoir eu cette ambition d'aller aussi loin en la matière. Et c'est pas une question lui de maîtriser ce qu'il fait. Moi, je suis pas un grand fan de Jodo. En fait, comme je l'avais dit plusieurs fois, c'est que j'ai réévalué ce que j'avais vu de ses films quand j'ai lu les livres de sa vie. Et quelque part, j'ai vu son point de vue, sa manière de voir un petit peu les choses. Et ça m'a fait complètement une approche différente de ses films. Et j'ai pris beaucoup plus intérêt à ses films après avoir vu lu ses livres tout simplement. Mais bon, c'est une approche particulière. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a son caractère. J'en ai entendu du mal. Je connaissais une personne qui me dit oui, Jodorowsky, oui, je le connais. Ah oui, ils sont prétentieux et son fils et machin. Bon, après j'ai eu la chance de lui serrer la patte quand j'étais allé à Paris. Il faisait des lectures de tarot. Je suis pas le plus grand fan, mais j'aime son approche assez unique. Oui, même si c'est indigeste. C'est comme un Terry Gilliam, quoi. D'ailleurs, ça inspire, hein. C'est assez unique, c'est un peu barré. C'est un artiste. Mais je trouve que tu vois, Terry Gilliam, tu disais qu'on n'a pas forcément l'intention. Des fois, je vois ses films, je comprends même pas où il va en venir. Tu vois, Brésil. Terry Gilliam, c'est aussi un artiste. Non, Brésil, je comprends rien, je sais pas où tu vas en venir. Et c'est pas juste parce que c'est barré, t'as d'autres films complètement barrés. David Lynch, un peu pareil, mais t'as des films qui sont complètement barrés, mais tu comprends un peu mieux l'intention ou ce qu'ils veut en dire. Des fois, j'ai l'impression que oui, mec, des fois, ça n'a pas de sens. Ou alors, t'as un cerveau tellement torturé, je suis désolé, où tu veux m'amener, t'as raison. Mais bon, après, t'as des réalisateurs aussi, il t'amène là où il veut t'amener, voilà, c'est maîtrisé, tu vois, il t'amène dans un petit boutoir. Bon, alors Kubrick, Kubrick Adjugé. Ah bah, évidemment, Adjugé vendu, Kubrick, hein, de toute façon. Et ne pas confondre avec Lubric. Allez, un deuxième film de chevet, lui, je l'ai découvert, j'étais au lycée, donc merci le clap qui des fois vous sortez des films derrière les fagots, cinéma RSA, donc, mais des vieux films. Mais je m'étais pris une claque, gros. J'avais jamais vu un de ces films, pourtant très connu, hein, mais voilà, le 7e saut de Bergman. Tu l'as vu? Non. Incroyable. Mais fantastique. Ce film, moi, je l'ai vu aussi. En plus, j'ai eu. À part les superlatifs. J'ai eu la chance. Il faut m'amener à. J'ai eu la chance éveiller mon intérêt. J'ai eu la chance de le voir en cinoche. Moi, la seule image que j'avais de Bergman, c'est un peu le cliché qu'il y avait des fois. Tu vois des émissions où t'avais deux couples, un couple sur un lit qui parle pendant 3 heures, qui monte. Mais ça n'a rien à voir, Bergman. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une foultitude de thèmes. Déjà, l'idée, elle est géniale. C'est la mort qui joue aux échecs avec. Enfin, c'est un chevalier qui joue aux échecs avec la mort pour reculer le moment où il va mourir. Donc, bon, après, la partie d'échecs, ils en font plusieurs fois. Ça, j'ai pas compris. Par exemple, tu la joues d'un coup, tu retournes. Mais... Et ce que j'aime beaucoup chez Bergman, et ce qu'il va avoir d'autres grands réalisateurs que j'aime bien, c'est que moi, je suis profondément athée. Mais quand tu me parles de religion, que tu m'en parles bien, ça me gêne pas. Bergman, c'est le fils d'un prêtre suédois, il parle beaucoup de religion dans ses films, mais t'as plein de points de vue différents. Mais les religions, voilà, au-delà des cultes et des rites, c'est aussi des philosophies. Voilà, non mais... Et puis tu peux avoir plein de... T'as un personnage qui est profondément athée dans le film, tu peux dire, ah ben en fait c'est la vision du film, c'est lui. T'en as un qui l'est pas, donc il te laisse beaucoup de possibilités de compréhension ou de ton choix, si tu veux t'embarquer dans tel personnage ou pas. Il fait un autre film où il parle de... c'est des païens, ou pareil, il a un regard sur la religion que moi m'intéresse, tu vois. C'est pas un Terrence Malick où il va dire Dieu est ultime et Dieu est un théogénie, tu vois. Nique ta mère, quoi. Putain, The Tree of Life, quelle horreur. Mais... pourquoi est-ce que j'irais le voir, moi? Est-ce que tu penses... Le 7e saut? Ouais. Je sais pas si t'aimerais, toi. Non. C'est... tu l'as vu, Monty Python? Forcément, Sacré Graal. Oui. Ah bah ça c'est le Sacré Graal, mais sérieux. Voilà. Je sais pas si tu me l'as vendu là. Non mais d'ailleurs je pense que Sacré Graal ça m'inspire beaucoup. C'est des petites scénettes, ça foisonne de petites scénettes comme ça dans le. C'est quoi? C'est après pendant
pendant la peste, donc c'était quand la peste 15e siècle? Je dis peut-être une connerie, hein. Ils ne le disent pas là. 16e. 16e siècle? Ouais. Ah putain, c'est pas autant pour moi, 14e siècle. 14, oui, Voilà, parce que 14e le siècle. premier épisode c'est 14e et après tu as eu plusieurs suites d'épisodes de peste. Et t'as plein de petites scénettes comme ça avec des personnages, et t'as de tout dans le film. T'as une beauté, t'as une forme de poésie, tu vois. T'as de la comédie, des fois c'est drôle, tu te pisses pas dessus, mais t'as des acteurs de. T'as des problèmes d'incontinence, c'est pour un vieux public. À un moment, tu suis une troupe de théâtre et ils sont à mourir de rire. Et tu sais, ils ont leurs pièces, elles sont trop drôles, tu vois. Vas-y. Voilà. Et t'as Max von Sydow qui est extraordinaire, hein, d'ailleurs, dans La Mort. Non, pas dans La Mort. Il joue le chevalier. Mais il joue la mort dans. Mais c'est un vieux film en noir et blanc. Ah bah oui, bah c'est 56, 57. Tu vois, il est un an après. C'est pas le même registre. Et encore, Un an après Cécile et BD. c'était en couleur les 10 commandements. Ah mais par contre, le noir et blanc de Bergman, c'est magnifique, c'est de l'expressionnisme allemand. Et il te fait des fondus enchaînés, gros. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Comment tu me fais des fondus enchaînés quand il filme Max von Sydow en train de dormir et que ça devient une colline qui a été repris dans le Pacte des loups d'ailleurs, mais en moins bien. Dans le Pacte des loups, quoi. Le Pacte des loups, ici. Mais tu vois, comment tu faisais ça à l'époque? Comment tu faisais ton montage? Tu sais, les montages où il fallait découper ton truc. C'est trop fort. Si vous avez jamais vu Bergman et vous pensez, c'est comme je dis, un couple qui regarde un mur qui fuite, rien à voir. Persona, c'est incroyable. Persona, c'est taré aussi. Tu dis, justement, un cerveau taré, moi, j'ai toujours pas compris où vous l'avez mené dans Persona. Bon bah t'as parlé des Pactes des loups, Pactes des loups. Bergman, c'est validé. Kubrick, c'est validé. Voilà. Et les Pactes des loups, c'est validé. Voilà, c'est le crotte. Non, mais pas moins qu'un autre. Hein. Je l'ai en DVD, je l'ai vu 2 fois au Cinoche, hein, le Pacte des loups. Ouais, j'ai vu aussi, Noche. Ça avait fait Mardakascos, que demande le peuple, quoi. Bah, c'est un film qui aurait pu être excellent, mais qui est Après, mal développé. Et il arrive pas. Tu sens qu'il y a beaucoup de. Qu'il y a de la volonté, mais il a pas les moyens de ses ambitions. Celui qui- Je dirais pas mal écrit, mais sous-écrit. Enfin, il aurait dû avoir un peu plus de profondeur. Allez, mon troisième film préféré, j'aime pas faire des tops, mais là, il y a 3 films que je devrais garder. Par contre, Barry Lyndon, c'est l'un de mes réalisateurs préférés. C'est l'un de mes réalisateurs préférés. Le troisième n'est pas du tout l'un de mes réalisateurs préférés, c'est Le Paradoxe, mais c'est une fois en Amérique. Parce que je suis pas fan de Leone du tout, quoi. Mais celui-là, il me met une tarte à chaque fois, quoi. Ah, Sergio Leone, Le Bon, la Beauté et le Truand, moi, Enfin, je sais pas que j'aime pas, c'est que je me fais chier en je l'ai voyant. vu et revu, j'adore Le Bon, la Beauté et le Truand. Alors, il en a fait d'autres, hein, mais pour moi, c'est le classique ultime, le western spaghetti. Bah, à la limite, je lui préfère Était une fois dans l'Ouest. Donc, Ouais, beaucoup c'est plus nihiliste, beaucoup- ce serait fou de dire ces deux écoles, mais c'est deux approches un peu différentes. Déjà, dans le casting, même s'il y a le côté regard, tu as la touche Sergio Leone, je peux pas dire qu'on a l'impression que c'est deux réalisateurs différents, parce que tu vois que c'est du Sergio Leone, mais alors que Le Bon, la Brute et le Truand, t'as quand même... Alors que Il était une fois dans l'Ouest, c'était beaucoup plus sérieux, avec des plans encore beaucoup plus longs, le rythme vraiment... Je pense même l'histoire, le thème. Ah oui, alors que Le Bon, la Brute et le Truand, il y a un côté qui reste encore entre le léger, j'aime bien ce côté léger. En plus, il y a beaucoup de choses quand même dans le film qui sont présentes, des scènes assez différentes. Alors qu'il était une fois dans l'Ouest, c'est lourd en fait, c'est plus lourd dans le. Mais le film c'est très pesant, il y a des scènes. Il est pesant. Il est dark pour être pesant. Pardon, le film est très dark, une fois dans l'Ouest, d'ailleurs très misogyne aussi. Mais tu vois, quitte à revoir toujours un film, Le Bon, la Brute et le Truand, c'est plus dans ce que je cherche, dans une variété dans ce qui est amené. Alors qu'il était une fois dans l'Ouest, c'est trop, pour moi, monolithique Et le rythme, oui, il est beaucoup plus... Enfin, je te dis, moi, je préfère voir Était une fois dans l'Ouest, que je me fais presque chier en regardant Le Bon, la Brute et le Truand. Alors, c'est hors de moi. Moi, c'est le contraire, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, c'est dans le contraire. Mais pour moi, tu dis que t'avais pas forcément l'impression de voir deux réalisateurs différents sur le même film. Par contre, moi, j'aurais des... Mais pour moi, tu vois, c'est bien que tu en parles, parce que pour moi, Le Bon, la Brute et le Truand, effectivement, ça fait partie des films de chevet, que ce soit effectivement Ennio Morricone, tout ce qui est amené, et puis non, ouais, c'est peut-être un effet de nostalgie, où j'ai été marqué au fer rouge par ce film qui était aussi diffusé et rediffusé à l'époque. Si, ils l'ont mis pas manqué de fois. Surtout qu'à l'époque, années 80, le western était encore assez présent. Ils nous en diffusaient encore beaucoup. Peut-être moins que dans les années 60-70, où il était vraiment... même s'il était en perte de vitesse dans les années 70, mais en France, ça restait un genre assez présent. Toi, tu n'as pas connu les années 90, non, ils en passaient quasiment plus. Si, quand même. Attends, il passait sur M6, mais il passait plutôt pas les John Wayne, mais les Clint Eastwood, quoi. Oui, Voilà, mais alors c'est du Sergio Leone. Il passait pas justement John Wayne, déjà on est dans le western plus ancien.
Je crois que John Wayne, j'ai vu bien des années plus tard à la télé. Fort à l'amour. Ouais, c'est celui-là où il y a eu John Kitchens? Non, c'est pas dans Fort à l'amour. Ah, Bon, John après, Wayne. je suis pas un grand fan de western. Moi non plus, je suis pas. J'aime les westerns de grands réalisateurs, il y a des trucs qui. Ah, par qui contre, il y a dépassent des leur- westerns Ouais, mais- bis, comme il y avait des Django, il y avait Ouais, plein de films Django. Sergio Fulci, tout ça. Voilà, et il y en avait apparemment qui sont remarquables. Il y en avait, je les avais notés, que je ne connais pas, que j'ai jamais vu. Il dit ouais, c'est à voir. Je serais curieux de voir ça aujourd'hui. Parce que maintenant que j'ai du recul, parce que moi ça me gonflait, moi enfant et western, ouais, bon. Bon, dans l'image du Cowboys western indiens. américain, les Indiens contre les cowboys contre les Indiens, alors que les meilleurs westerns, c'est pas du tout ça, quoi. Oui, clairement. Si Ouais. on va n'importe du paradis, rien à Mais voir, là, quoi. Ah, les enfants ils jouent aux cowboys et aux indiens. Bah, je sais que mes oncles, il y a des photos où ils jouaient à ça. Ils avaient avec les plumes, le chapeau, ils avaient des flingues. C'est vrai que nous aussi on avait des flingues, mais c'était plus pour jouer à autre chose, plus que le cowboy en fait. On avait juste des flingues pour avoir des flingues et faire des films d'action. Non, c'est vrai qu'il y a certains westerns, ils sont éculés, ils sont pas terribles. Il y en a qui sont bons, tu vois. Je pense que les Howard Hawks, ils sont. Ou les John Ford, ça doit être pas mal. Bon, alors c'est vrai qu'on allait un peu vite. Pourquoi le choix d'été est une fois en Amérique? Je l'ai vu en quelle année? Je crois que j'étais à la fac. Non, encore au lycée. C'est beaucoup de découvertes au lycée. J'avais déjà vu. J'analysais, de toute façon, on a analysé les Sergio Leone au lycée, parce que j'étais en cinéma audiovisuel au lycée de l'Arc. Merci d'avoir une classe comme ça dans ma région. C'est génial. Pas celui-là. J'étais vraiment, comme je dis, j'étais pas un gros fan moi de Sergio Leone. Je tombe sur celui-là, déjà je trouve que c'est pas ça ressemble pas vraiment à du Sergio Leone, à part la violence sociale peut-être. Et j'ai trouvé un truc que je ne voyais pas dans ces autres films, c'était une construction, une narration, une difficulté, parce qu'il faut le comprendre. Oui, il y a une audace. Faut le comprendre quand même. Ça fait longtemps Voilà. que je l'ai vu, mais effectivement, la structure narrative est très particulière. Ce croisement des trois temporalités, alors qu'il n'y en a que deux, les gars, si vous avez compris le film, j'espère. Mais voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je l'ai vu plein de fois, encore une fois. C'est le genre de film, dès que je le revois, je recapte un indice que j'avais pas vu avant. C'est qui me permet de dire, oui, ben voilà, ok, là, il est dans le rêve. C'est grâce à ça qu'on comprend qu'il est sous drogue, hein, donc toute la partie qui est censée être dans le présent n'existe pas. Et puis je trouve l'audace visuelle incroyable. Tu vois, il y a des plans, il y a un plan que je trouve extraordinaire, qui est pour moi une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma. C'est un plan fixé, c'est quand le petit gros, quand ils sont jeunes. Tu te rappelles quand même un peu du film? Non, quasiment pas. Bah, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Alors t'as une des meufs de leur quartier qui vend son corps pour contre des gâteaux. Ouais. Donc à un moment t'as le petit gros qui va à la boulangerie, il choisit sa Charlotte ou je sais pas quoi, c'est trop belle avec la cerise au-dessus. Il va toquer à la porte, déjà c'est la mère qui répond, il dit ouais elle arrive dans 2 minutes. Et là tu vois plan fixe sur le gamin avec le gâteau, pas besoin de parole, rien. La tentation, le mec qui devient quoi? Et l'innocence, déjà le gamin qui préfère finalement manger le gâteau plutôt qu'aller tremper son biscuit, quoi. Et j'adore cette séquence, je trouve qu'elle dit plein de choses dans le film. D'ailleurs, c'est le personnage qui meurt jeune, malheureusement. Je vous ai en train de tout spoiler si vous l'avez pas vu, mais 3h41 qui passe comme 20 minutes. Moi, j'ai jamais vu le temps passer, je voudrais voir la version encore plus longue de 4 heures, mais je l'avais loupé au Cinoche. Et alors, le film est extraordinaire, la musique d'Ennio Morricone, comme tous les grands films, je trouve que la thématique du temps, et dans tous les grands réalisateurs parlent du temps. C'est incroyable. Michael Lewis parle du temps. Ah, donc, Ah bah tiens, tous les grands films parlent du petite temps. parenthèse, ça fait pas partie pour moi des films qui m'ont plus marqué, parce que je l'ai vu très tardivement, c'était U-Boat. U-Boat, film allemand de sous-marin. J'ai trouvé la version originale ultra longue, plus de 4 heures. Bah, j'ai passé un très bon Non, moment. pas U-Boat. Das Boot. Oui, pardon, Das Boot. U-Boat, c'est rien à voir. Das Boot, excusez-moi, Das Boot. U-Boat, c'est Jonathan Mostow. Et Das Boot, Non, ouais, c'est- c'était... la musique fait beaucoup, alors elle est très répétée, très utilisée, je sais plus de qui elle est, mais c'est vrai que tu as une ambiance, un rythme, et les 4 heures, pareil, j'ai plus de 4 heures, dans la version longue, je les ai pas vus passer. En fait, des fois, il y a des films d'1h30 qui passent comme 3 heures, tellement c'est chiant, le rythme et tout. T'as des films de 4 heures qui passent, que je te dis, moi, des 4 heures... 4h20 il fait? Je sais pas, 220 minutes, ça fait 3h40? Ouais, 3h40. Alors, pour continuer sur les versions Pas du tout passé. longues, des films aussi qui m'avaient marqué, bah, je vais parler du Crépuscule des morts vivants. Attends, c'est quoi? Parce qu'il a 2 titres. The Dawn of Alors, le Crépuscule, c'est The Dawn, hein? the Dawn, Of the Dead. Dawn of the Dead. Ah, si c'est du Romero, c'est Of the Dead. Et kitsch. Aujourd'hui, même pour l'époque, je pense avec les zombies avec juste une peinture bleue sur la gueule.
Mais c'est un film qui a beaucoup marqué. Il y a eu le remake de l'Armée des Morts, il y a eu les jeux vidéo, il y avait eu Dead Rising, là, qui est ressorti encore en remake. Il y a une espèce de fascination pour ce film parce que l'ambiance musicale, qui n'était pas la même pour la version américaine, ça je le savais pas, donc j'ai vu qu'il y avait une version longue que j'ai vue, qui rajoutait, je crois, 40 minutes, mais en fait qui n'apporte pas grand-chose, hein. Franchement, ce qui est rajouté, l'original se suffit à lui-même. Mais ils avaient fait une autre musique, une ambiance musicale, c'était Romero qui avait travaillé ça, mais qui rend ça beaucoup plus gaguesque. Alors que cette ambiance des Goblins avec ce travail qu'il avait fait avec Dario Argento, il y a une espèce de poésie, quelque chose d'intemporel et une ambiance sonore assez incroyable qui rajoute, au-delà du côté kitsch, c'est pas que tu n'as pas spécialement peur, mais une ambiance assez flippante, qui te prend au corps. Et je trouve c'est ce qu'a fait de mieux Romero. Hein. Je vais même pas parler du Né mort-vivant qui reste quand même un classique, d'accord. Mais le The Dawn of the Dead. C'est du Romero, c'est toujours of the Dead. C'est zombie. The Dawn of the Dead, les morts. Dead of the Zombie, of the Vampire, of the Zombie. On Werewolf. parle aux morts, mais Dead. Ah oui, mais c'est toujours The Dead. Mais pour moi, son meilleur travail, parce que bon, ses dernières productions, The Land of the Dead. Non, le dernier c'était laborieux. Diary of the Dead, la diarrhée des morts. Horrible, le truc télé-réalité, j'ai trouvé ça infect. Il me semble que ces derniers étaient en Et il aurait pu faire réaliser ça, le script est pas mal, je l'avais lu, le Resident Evil, l'adaptation Resident Evil avant que ce soit repris par Anderson, et je trouve que le script était beaucoup plus fidèle au jeu dans le bon sens du terme, où tu avais le serpent dans le manoir et tout ça, et que comme c'était déjà un hommage à Romero dans le jeu, je trouve que la boucle était bouclée et qu'il aurait été, à juste titre, il aurait fallu laisser Romero faire cette adaptation qui était en fait pour moi Resident Evil une espèce de bel hommage parce que limite, dans ce côté série B, je trouve le bon côté série B, on se prend au sérieux, mais sans trop se prendre en sérieux. Et le jeu, en tout cas, j'adore le premier Resident Evil, je le trouve fantastique, le 2 aussi était très bon, mais le premier, là aussi, c'est un jeu qui a révolutionné un peu le jeu vidéo, même si on dit que c'est inspiré d'Alone of the Dark, il était resté comme une expérience incroyable, et je pense pas qu'il aurait forcément réussi le film, mais en suivant un peu le script, avec les moyens qu'il fallait, franchement, une adaptation de Romero de Resident Evil, ça aurait eu plus de gueule que le truc un peu clip, même s'il est regardable, le premier Resident Evil d'Anderson reste regardable, mais après ça part de pire en pire. Et ils ont pas fait un autre film là récemment, un remake, ils sont partis à zéro? Mais c'est horrible, je veux plus en entendre parler, je vais regarder le 1, le 2, le 3, ah oui, alors on va prendre, c'était quel réalisateur d'Highlander pour Russell le 3 Mulcahy. Je sais plus. Russell Mulcahy, le réalisateur de Highlander. Ouais. Bon, bref. Et Il les a pas tous fait. Et ça part dans tous les sens, et après c'est qu'un clip musical sans queue ni tête. Ah, mais horrible. Il finit pas par avoir des pouvoirs magiques à un moment aussi, je crois que Oui, non, mais laisse tomber. Non, mais de toute façon, ça a complètement dépassé les jeux vidéo dont ça s'inspire un peu vaguement. Et bon, bref. Mais voilà, Romero, juste, voilà, dédicace à Romero, parce que le zombie, ça reste lui, et ce Dawn of the Dead, cette ambiance, ce film, celui-là aussi, c'est pas un film de mon enfance, parce que je l'ai vu, pareil, j'étais, je sais pas, j'avais peut-être 16 ans, 17 ans, la première fois que je l'ai vu, ça m'a fait pas un choc, mais je me dis, putain, c'est un vieux film comme ça, avec une ambiance que je n'ai pas retrouvée ailleurs, en fait, un objet unique. Pas un ovni, parce que bon, ça révolutionne pas tout, mais quelque chose dans ce que ça te se fait voir, enfin, sans être un très grand film, on va pas exagérer, mais oui, c'était un film pour moi qui m'a marqué. C'est celui qui est en noir et blanc, ça, de toute façon, c'est celui avant le zombie, non? Non, La Nuit des Morts Vivants en noir et blanc. Oui. Mais je parle du crépuscule, Dawn of the Dead. Dawn of the Dead. Il y en a tellement qu'à force je les confonds tous. Non, c'est celui en supermarché. Ah ben zombie alors. Alors zombie, oui. Oui. Je préfère l'appeler de Non, il y a eu plusieurs titres. Le titre français c'était Crépuscule mort-vivant. Oui, oui, on va dire le zombie, quoi. Zombie, ok. Le zombie, ouais. Et c'est peut-être le sous-titre qui était le Crépuscule. Ouais. C'est que du coup, moi je pensais que tu parlais du premier. Et oui, c'est pour ça que je confondais zombie, machin, ouais. Bref, les titres. Mais attends, mais zombie, c'est pas The Cranberries. Mais oui, là, c'est ça. Zombie. Dolores. Bref, c'est pas devenu un zombie. Bah j'espère pas. Après on sait pas, tu sais. Zombie. Alors on parle un peu cinéma, pour moi c'est des parenthèses, on parle d'un film un peu qu'ils ont un peu marqué. Bon, ça en fait partie sans être un film. Ah mais non, de toute façon,
on est marqué parce qu'on est marqué. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on est marqué parce qu'on veut ou c'est des films qui nous marquent? Après, c'est ce qui vient en mémoire, tu vois, t'as cité ça, puis il y en aurait d'autres qui me viendront en mémoire. Bon, là, je suis au fur et à mesure, hein, j'ai pas listé. Il faudrait que je fasse un répertoire, un inventaire de tous les films que je connais, et après, Là, ça va être long, ça. je fais ensuite un tri. Et après, ça demanderait beaucoup plus de préparation. De tout ce que tu connais. Parce que de mémoire, tu vois, on parle des films qui nous ont marqués. Bon, on va parler, moi je disais La Guerre des Étoiles, Indiana Jones, puis il y en a plein d'autres aussi. Ghostbusters, Ghostbusters aussi, c'était quand même un grand film. Celui de Paul Feig avec les filles, là, ouais, excellent. Oui, incroyable. Excellent, hein. Ils nous l'ont survendu celui-là, il était magnifique. J'avoue, t'es même pas drôle. Hein. Non, mais on n'a pas pris des films parce que c'était des films, elles sont vraiment très drôles. Non, c'est pas drôle, c'est nul. Techniquement, elles sont drôles toutes, hein, mais. Oui, mais non. Pas dans le film, ça marche pas. Non, putain, c'était une horreur, quoi. Mal écrit, faux reboot, laisse tomber. Même le remake est mieux, quoi. Enfin, le remake suite, parce qu'il y a les acteurs. J'ai vu les deux là avec les gamins. J'ai pas le dernier. Je me suis embêté. Non, mais c'est quand même mieux que celui Paul Feig. Ah oui, c'est mieux, oui, on est d'accord. Bon, on continue. Tu veux parler d'autres. Ouais, mais ça va être long, donc je vais pas tout sortir, mais je vais peut-être un film plus moderne. Bientôt 1 heure, on va bientôt arrêter, mais continue un petit peu. Un film, c'est vrai que là on a parlé de vieux films, un film moderne, enfin quand je dis moderne, un peu plus récent, que j'ai pris une claque aussi, que c'est un de mes réalisateurs préférés, actuel. C'est Paul Thomas Anderson, alors pas celui de Resident Evil, ça c'est de Paul W.S. Anderson. Et son film qui était Event Horizon. Event Horizon. Qui était un film Après, intéressant. c'est le seul que j'ai pas vu. Mais voilà, Magnolia. Putain, Paul Thomas Anderson depuis, pour moi, c'est excellent. Putain, moi je pensais à Wes Anderson, mais encore un autre. Wes Anderson, j'aime pas, tu vois. Moi j'aime bien. Tout le temps le même film. Moi, ça me gave. Tout le temps le même film. Alors voilà, un film qui m'a marqué alors que j'ai déjà une cinématographie assez développée, c'était quand il a sorti La vie aquatique. La vie aquatique. Franchement, j'ai toujours un grand plaisir à le voir. Et c'était pour moi une nouveauté dans le style. Je ne connaissais pas son travail. Après, j'ai regardé Rushmore, j'ai regardé La famille Tenenbaum. Mais. Tu vois, toujours le même film. Oui, non, mais. Après, c'est vrai que je suis pas forcément très friand de ces dernières productions où on tombe un peu dans le maniérisme. Oui, mais moi, dès le début, je l'excès trouve du qu'il était style. dans le maniérisme. Par contre, La vie aquatique, un des meilleurs films de Bill Murray. Bill Murray, voilà. Franchement, il est incroyable. Il est incroyable dans ce rôle-là. Le film, le genre un peu entre la maquette, un peu jeu d'enfant, ça fait une espèce de nostalgie d'enfant quand tu vois ça. Donc ça te rappelle un peu parce que moi j'ai connu l'époque où on diffusait aussi sans arrêt les émissions Cousteau. Je sais pas, on diffusait ça. Toi, t'as connu toi les émissions J'en ai regardé quelques-unes, j'en ai vu quelques-unes. Mais dans les années 80, il était quand même très présent. Donc on avait très souvent la Calypso. Avec toute son équipe, et ça faisait partie de notre quotidien. Toutes les semaines, on avait les documentaires Cousteau qui passaient. Donc Cousteau, oui, il était un peu dans pas notre quotidien, mais régulièrement avec nous. Et ce film, même si ça reprend cet univers en s'en moquant, en dérision, mais indépendamment du modèle qu'il reprend, de la parodie qu'il essaye de faire, je trouve que les blagues, il a l'œil fou, le machin, c'est atypique. C'est atypique, ça te surprend, ça t'émeut, ça te fait rire. Non, franchement, ouais, La vie aquatique, super. Moi, tu parlais de... Et le casting, ouais, le casting, il est super. Il y a rien à dire sur les films de Wes Anderson, il y a toujours un casting de ouf, mais tu parlais de maniérisme sur le dernier film, moi je les trouve dans tous ces films, le maniérisme. Il y a un peu dans La vie aquatique, mais c'est pas ça qui est mis en premier plan, même si c'est présent, que c'est dans la mise en scène et autres, mais ça fait partie du trip, et je trouve que ça reste charmant, et ça reste un peu entre le désuet et le... Comment des fois, je trouvais le terme exact. Mais même par exemple, quand il prend le chanteur qui reprend David Bowie en portugais, il y a ce côté touchant, ce côté enfantin, tu sais, ce côté un peu enfant, mais dans le bon sens du terme. C'est son âme d'enfant. D'ailleurs, c'est ce qui est traité quand il y a Owen Wilson qui joue le fils de Bill Murray. C'est un peu cette enfance, ce passage entre guillemets à l'âge adulte. Mais c'est touchant, il y a quelque chose de touchant. Mais il y en a beaucoup qui aiment l'univers de Wes Anderson. J'apprécie ses autres films, mais pour moi, c'est son meilleur, c'est celui qui me parle le plus. Oui, à l'époque, je crois qu'il était sorti, j'étais à la fac, moi j'avais été déçu, mais parce que j'avais l'impression de revoir Rushmore et La famille Tenenbaum. Et je dirais, en fait, dans La vie aquatique, c'est comme le film, je trouve que l'ensemble, il y a une grâce, en fait, dans l'ensemble du film. Une grâce rare, qui n'est pas forcément reproduite dans ses autres productions. C'est lié au casting, c'est lié au décor, parce qu'ils sont là avec le milieu maritime, il y a une espèce de dimension de voyage et de vacances, il y a un truc.
c'est particulier. Ah mais on peut aimer. Hein, et le côté enfant, c'est oui, le requin léopard, le truc, voilà, c'est un côté enfantin. Parce qu'après celui-là, il a fait quoi? Il a fait directement The Grand Budapest. Les scènes d'action, elles sont enfantines, c'est comme si tu jouais avec tes petits soldats, d'un coup, ouais, il attaque le bateau avec ses flingues, c'est ridicule, mais je sais pas, j'aime ce film. Moi je vois ça, Steve Zissou. Ah mais j'aime attends, ça. Mais je suis pas le seul, je sais qu'il y en a qui aiment non, ça. mais il est tricoté, d'ailleurs on va quand même. Il est pas tricoté. Je vais le montrer. Et non, je l'ai pas, je l'aime pas. Donc, ouais, Wes Anderson, je crois que j'ai que son premier, Bottle Rocket, qui était déjà tout du Wes Anderson dans ce film. Oui, il est là. Voilà. T'as vu ce film, t'as vu tout Wes Anderson, les gars. Je sais plus si je l'ai vu. Bah je l'ai si tu le veux. Mais j'ai plus de lecteur DVD, tu m'en avais passé, putain. mais bon, c'est compliqué. Est-ce que tu me les as rendus où? Oui, je les ai rendus. Avec les intérêts? Oui, aussi. Donc je t'en prête toi, j'en récupère 3. Je sais pas lesquels, mais tu imagines. Bon, on parlait de quoi? On parlait de donc. Moi j'étais sur Magnolia, voilà, que je n'ai pas un vu. film moderne, donc non, c'est quand même 99, je Donc crois. je n'en dirai pas plus, mais toi, dis-nous en plus. 99. C'est un film, un des premiers films chorales que j'ai vu, donc 3 heures sur 8 personnages différents, mais en fait que tout ensemble et tout, que tout rassemble. Je trouve le rythme incroyable pour un film de 3 heures, des séquences, mais cultes. Hein. Si vous avez vu le film, je pense que vous savez desquelles je parle, hein, des répliques monumentales. Le casting, mais quel casting! Putain, bah, de toute façon, c'est un Paul Thomas Anderson, hein, donc il y a William H. Macy, John C. Reilly, Philip Seymour Hoffman, paix à son âme, Tom Cruise! Tom Cruise qui est bon dedans, franchement, il est incroyable, Tom Cruise dedans. C'est un bon acteur. On l'apprécie ou pas. Pas tout le temps. On peut ne pas apprécier ses rôles, sa prestation dans tous les films, mais bon, il y a quand même pas. Il y a eu pas mal de films intéressants où il brillait. Il y a Julianne Moore, donc non, film. Je suis tombé instantanément amoureux de ce film. Après, j'ai découvert les films dont il s'est inspiré, donc notamment Robert Altman, tu vois, qui est inspiré de Shortcuts quand même. Mais je trouve que moi, Magnolia, c'est un des films modernes qui m'a donné. Voilà, j'ai vu ce film, j'ai pris une tarte, j'ai lu, c'est le meilleur réalisateur de sa génération. Moi, je suis fan absolu de Paul Thomas Anderson. Je trouve qu'il a fait aucune fausse note dans sa filmographie. Après ça, À part Alien vs Predator. Mais... C'était pas le même, vous avez compris. Il a fait quoi derrière? Punch Drunk Love qui mérite la Palme d'Or, bon, prix de la mise en scène quand même, il mérite la Palme d'Or, et puis There Will Be Blood. Voilà, There Will Be Blood. J'ai mis Magnolia, j'aurais pu mettre There Will Be Blood, mais incroyable There Will Be Blood. Incroyable, c'est un des meilleurs films des années 2000. Je le mets dans mon top. Hein. Je n'ai vu aucun de ces films. Bon ben, tu vas dégager. J'en avais sorti un autre, mais dans un style, je ne vais pas parler de tout, totalement différent, parce que là, c'est qu'on parle beaucoup d'américains, donc il y a un suédois quand même. Mais, Happy Chatpong Vera, c'est cool, les gars. Si vous avez jamais vu un de ces films, bon, c'est particulier, j'ai des potes cinéphiles qui détestent, hein, mais... Qu'est-ce que c'est? Happy Chatpong Vera, il a eu la Palme d'Or quand même. Pas celui-là, il a eu avec Oncle Boudmi. Dernière vraie Palme d'Or, vraie Palme d'Or couillue et tout. C'est un Thaïlandais, Happy Chatpong Vera, c'est cool, monsieur. T'aimes les longues plans séquences de 40 minutes sans parole? Bah t'en as là-dedans. Mais c'est beau, il le fait trop bien. Il convoque le surréalisme, la mélancolie, la magie, il y a de la magie dans ces films, voilà, c'est incroyable. Je ne connais pas du Ah, tout. puis tu connais pas Oncle Boudmi? La Palme d'Or, c'est Tim Burton qui lui a donné, j'ai trouvé ça trouve quoi. Jamais j'aurais pensé que ce mec gagne une Palme d'Or, une bonne Palme d'Or, hein, c'est pas... Il lui a pas donné une banane, c'est une palme d'or. C'est pas le Suédois à la con qui a gagné deux Palmes d'Or d'affilée, il fait des daubes absolus, The Square et Sans filtre là. Quelle horreur, 2 Palmes d'Or ce mec? Sérieusement? Non mais les récompenses, on sait ce que c'est. Ou la française, Justine Triet quoi. Titane, sérieusement, Palme d'Or ça les gars? Putain, je l'ai vu. Alors voilà, on va Quelle faire horreur. une parenthèse titane. En fait, je m'attendais pas du tout en fait à ce récit. Je me suis dit, en fait, dans le visuel, la bande-annonce, je dis, ouais, la réalisation, elle est cool. Hein. Je veux dire, la résolution, elle en jette. Et je me dis, bon, le rythme, la réalisation, ça me faisait penser, je dirais pas du Luc Besson, mais à ce côté vraiment que tu veux en jeter dans la mise en scène, avec les effets, avec les lumières, ok. Et quand j'ai vu le film, je dis, oh, c'est juste une dingue, avec un côté un peu, c'est pas racolé, on la voit à poil, un côté surenchère. Et je me dis, ah, il y a Vincent Lindon, tu sais, ils en faisaient, oui, c'est musclé, il est impressionnant, mais et je me demande, mais qu'est-ce que fait Vincent Lindon là-dedans? Dans quoi il s'est embrigadé? Et j'étais écœuré, je regardais ce film, je veux dire, zéro empathie pour la personne. Ah non, moi je le trouvais ignoble. Vers la psychopathe, j'en ai rien à foutre. Finalement, alors c'est peut-être la façon de secouer le spectateur, c'est peut-être ce que voulait faire le réalisateur. Donc, et quelque part, c'est son père là d'adoption, Vincent Lindon, qui essaie d'en faire quelque chose de cette folle. Un peu comme nous en tant que spectateurs, on se dit qu'est-ce qu'on fout à regarder ça? Mais je trouvais ça dommage parce que franchement, j'ai bien aimé
je te dis, la mise en scène, la réalisation, ça me suggérait un truc, et quand j'ai regardé le film, je me m'attendais pas du tout à ça, et dans le mauvais sens du terme. J'ai pas envie de regarder ça. Soi-disant, c'est le fils spirituel du Cronenberg. Dans Cronenberg, il y a de la subtilité, les gars. Dans le Crash, il y a de la subtilité. On peut parler de Cronenberg. Cronenberg que j'apprécie. Après la mouche. La mouche. Non, la mèche de David Cronenberg. La mouche, attends. Incroyable. Mon préféré, mais... Oui, mais c'est le plus grand public, on va dire, le plus... Au grand public, c'est un film d'horreur quand même bien. C'est un film d'horreur, mais dans le sens... C'est un body horror. Dans la lecture de ce qu'il propose, c'est sans doute le plus accessible, quelque part, c'est La Mouche. Et je trouve aussi le casting qui est bon, même s'il n'y a pas tant d'acteurs qui apparaissent. Mais La Mouche, déjà. Déjà, il y avait le vrai couple entre les deux d'acteurs. À l'époque, ils étaient ensemble. C'est qui l'actrice? Je ne m'en rappelle plus. Jeff Goldblum pour l'acteur. T'avais Thelma Louise, comment elle s'appelle? T'avais Suzanne Sarandon et t'avais l'autre. Voilà. Jenna Davis. Jenna Davis, ils étaient ensemble et à l'époque ils étaient encore en couple, ils avaient fait ce film ensemble. Et sans doute le film où brille le plus Jeff Goldblum, il est vraiment bon dedans. Jurassic Park. Rien que pour le plan iconique de Oui, mais c'est un second rôle. Non, mais Oui, là, le premier rôle, je trouve, c'est le film en tant que premier rôle. Je ne connais pas toute sa filmographie, mais il est bon. Vraiment, il est bon. Alors, je dois l'avoir quelque part. Non, La Mouche, je l'ai pas. J'ai pas trop. Alors, toi, ton film préféré de Cronenberg? Alors, j'aime beaucoup History of Violence, mais donc, du coup, c'est plus tard. On va dire c'est le renouveau de Cronenberg. Alors, c'est marrant, c'est ce côté un peu gangster, bandit qui te plaît, quoi. Il y a un truc. Non, c'est l'écriture du film. C'était l'écriture du rêve américain. Mais t'es plus sensible à ce genre de thématique, moi. Après, dans ses premiers, moi, j'aime bien Scanners, tu vois. Ah, je l'ai revu récemment. Scanners, je le trouve ouf. Après, j'ai peut-être vu plus récemment que La Mouche. La Mouche, je l'ai vu qu'une fois il y a longtemps, donc je m'en souviens. Mais Scanner, pour moi, c'est un de ses premiers films bien, mais j'irais pas une ébauche, mais peut-être qu'il aurait pu être plus abouti dans ce qu'il traite. J'aurais attendu, par exemple, que le personnage, comment il s'appelle, le vilain? Non, mais le nom de l'acteur ou le personnage? L'acteur. Bah, c'est pas Michael Ironside, si? Non. Si, c'est Michael Ironside. Michael Ironside, qu'on voit aussi dans Total Recall, dans d'autres rôles. Ironside. Il a toujours joué dans les mauvais garçons, quoi. Non, pas toujours. Starship Troopers, monsieur. Oui, avec son discours légendaire. Alors, mauvais garçon, mais dans le bon côté. C'est vrai qu'il a joué souvent les bad guys. Ouais, mais ça lui va bien. Ouais, et dans Scanner, en fait, on le voit que peu, on le voit à la fin, et il y a un peu des temps morts dans le film. Ça reste un de ses premiers films, on sent au petit budget. Tu sens déjà tout Cronenberg un peu dedans qui est présent. Le style, mais c'est dommage, je pense que limite, pas que ça aurait demandé un reboot, mais peut-être que le Cronenberg puisse refaire dans cet univers de Scanner avec ses personnages, avec des moyens supérieurs, une ambition supérieure. Mais c'est un film agréable à regarder, un film de son époque. Ouais. Et donc, à part Scanner, bon, je sais pas, La Mouche, Scanner... Existence, j'avais oublié. Existence, sans doute... Novateur pour l'époque. Le film que j'avais vu au cinéma, oui, du Cronenberg, un des plus ambitieux, je pense, dans ce qu'il essaye d'aborder. Très novateur sur son propos, hein, tu sais, sur la réalité virtuelle. Oui, on est complètement dedans. À Vidéodrome. Vidéodrome était pas mal. Alors, moi, Crash, pitié, Crash, c'est pas trop. Crash, ça, franchement... C'était aller au Festival de Cannes. Bah, il a un prix, je crois. Il a Il me semble. Prix du jury, il me semble. Bah, tu vois, moi, je compare Titan à Crash, parce qu'on a dit, Titan, oui, je préfère regarder Crash que Titan. Il y en a un derrière la subtilité, dans l'autre, non. C'est la différence, tu vois. Bon, on n'est pas là pour parler de la film de Cronenberg. Tu veux nous parler d'un autre film? Vas-y, parle, parce que... putain, il y a tellement... Peut-être pour une prochaine vidéo, si ça vous a plu, justement, ne dévoilons pas tout. Alors, et bientôt, comme la vidéo des jeux vidéo, de jeux de société dont on s'en fout a bien marché, après on vous dira les réalisateurs dont on s'en bat les couilles. Au feu! Faut les brûler! Xavier Dolan! Au feu! Nanni Moretti! Au feu! Pardon, putain. Et là, il y a des fans de Xavier Dolan et de Nanni Moretti. Je pense pas que ce soit possible, si c'est possible, malheureusement, mais... Xavier Dolan, oh là là, le réalisateur le plus surcoté de... Sur ces bonnes paroles, donc Xavier Dolan, tu m'écoutes, hein. Comme dirait, tu l'as vu, la vidéo du petit, le quotidien à l'époque sur Pete Doherty. Pete Doherty, si tu m'écoutes, je t'encule. C'était pas génial ça? Ouais, l'extrait de la fille, parce qu'il avait annulé un concert. Il est arrivé bourré, je sais pas quoi, tu sais. Putain, c'était culte ça. Voilà. Bah écoutez, dites-nous si ça vous a plu, dites-nous vos films de chevet. Est-ce que vous voulez qu'on continue?
Moi, ça me plairait parce que j'ai envie de parler de cinéma. Est-ce que vous voulez aller voir des films au cinéma avec nous? Alors là, le prochain, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Non, ça va, qu'est-ce qui sort en ce moment? Voir des films avec nous? Comment ça? Je vais aller voir L'amour ouf, mais a priori, c'est pas ouf. Mais bon. Ouais. Bah, parce que j'ai parlé de. Voilà. Franchement, Gilles Lelouch, acteur que je déteste, j'ai regardé Le Grand Bain, bah, il y avait du Paul Thomas Anderson. C'était trop visible, tu voyais qu'il s'inspirait dans la mise en scène. Il utilise le même musicien. Un hommage. Mais ça m'avait surpris, je m'attendais pas à ça du tout de Gilles Lelouch. Donc j'avais bien apprécié Le Grand Bain, surtout quand il y a Leila Bekti qui arrive. Mais bon, Leila Bekti, elle imite tous ses films de toute façon. Toutes ses séries, elle est géniale. Non, c'est fou, c'est que Gilles Lelouch, il y a une espèce de hype. On n'arrête plus de parler de lui. Hein. Gilles Lelouch, on entend parler dans tous les sens. Bah, son film est très ambitieux, et puis moi je le trouve assez original. Bon, a priori il est pas bien, mais mon frère n'a pas aimé. J'ai lu des critiques qui étaient pas ouf, donc c'est plutôt L'amour pas ouf du coup, mais moi je trouve ça intéressant d'oser faire ça, tu vois. Donc après à voir, j'irai quand même le voir, je pense. Ok. Avec Gilles Lelouch. Gilles, si tu m'écoutes. Et tu veux faire une vidéo spéciale Gilles Lelouch? Non, on l'invite et tout. Je viens pas en tant qu'acteur. Franchement, en plus je viens pas en tant qu'acteur. J'étais surpris par Le Grand Bain, mais sinon je viens pas. J'ai pas regardé. Il a fait un combini là. Je vais voir parce que vu qu'il a l'air assez cinéphile, je vais voir ce qu'il est. Alors YouTube, arrête pas de me proposer en page d'accueil. Je sais pas pourquoi ils veulent que je vois ça. Bon, c'est surexposé. Tu sais, moi je vois ça, j'ai dit mais il est louche ce mec là. Ah bah tu sais, il y a la fille d'un ami qui a tourné avec Gilles Lelouch. Voilà, c'était mon anecdote. C'était pour quel film? Moi je veux savoir. Elle m'a dit le nom. Je crois pas que le film soit sorti encore. Ah, merci, voilà, Il bravo. n'est pas sorti. Moi j'ai des anecdotes comme ça, j'ai une pote qui travaille dans le cinéma, elle est accessoiriste, elle a travaillé dans un film aussi qui n'a pas sorti. Voilà. C'est très précis, tout le monde s'en fout. Elle a travaillé avec les sœurs Wachowski. Elles étaient pas. Ah. Attends, est-ce que c'était pour Sense8, tu sais la série? Est-ce qu'elles étaient des sœurs à l'époque ou est-ce qu'elles étaient encore des frères? Ou est-ce qu'il y avait un frère et une sœur? C'était compliqué, tu vois. C'est la mère et la sœur et quoi? The Wachowskis. Oh, le dernier Matrix, quelle horreur. Ma foi. Non, c'est un sujet. Tu veux parler de ça? Non, voilà. Non. En plus, voilà, non. Bon, Allez, merci à ciao. tous. Ciao.